Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de votre présence pour ce bilan d'activité 2022 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Premier bilan, en présence de notre nouvelle directrice générale Sarah Lacoche. C'est important parce que c'est avec d'autant plus de plaisir que la précédente conférence de presse, d'ailleurs, il y a un an jour pour jour, marquait ma première intervention en tant que ministre des PME, de l'artisanat, du commerce, mais aussi du tourisme et de la consommation. Je disais alors à l'époque, en juillet 2022, qu'en dépit de ce titre à rallonge, qui avait d'ailleurs remis la consommation dans l'intitulé du portefeuille, je tenterai de toutes mes forces et avec sincérité et engagement d'être une ministre de la consommation et des consommateurs active. Je dois dire qu'en dépit de l'actualité chargée de ces derniers jours, la consommation a tenu une place essentielle dans mon bilan de cette première année au sein de ce ministère. Nous nous y attendions. La DGCCRF n'a pas manqué de jouer son rôle majeur pour protéger les Français dans une année qui a été marquée à la fois par l'inflation, notamment alimentaire, mais plus largement aussi par l'adaptation de nos outils aux nouveaux modes de consommation. La DGCCRF est au cœur des enjeux de la consommation de demain, qui sera nécessairement une consommation plus responsable, plus durable, caractérisée par les transitions environnementales, mais aussi numériques, auxquelles elle participe activement. Madame Sarah Lacoche détaillera bien mieux que moi et de manière objective les faits marquants, les enquêtes, les résultats qui ont été obtenus grâce à l'immense travail des presque 3000 agents de la DGCCRF, bien évidemment ici en administration centrale, mais aussi au sein de tous nos territoires. Et je veux aussi simplement que solennellement remercier l'engagement sans faille des agents de la DGCCRF, des équipes, ici, bien sûr, à Bercy, mais aussi dans chaque territoire. J'ai l'occasion de le voir chaque semaine lors de mes déplacements. Leur travail est remarquable, minutieux, et a été particulièrement utile pour la ministre que je suis et pour mes équipes aussi, parce que ça nous a quand même permis de disposer d'éléments étayés sur la réalité de l'augmentation des prix, notamment dans l'inflation alimentaire, la réalité de l'engagement pris des distributeurs aux industriels de l'agroalimentaire, et pour le dire aussi simplement du monde, si nous n'avions pas eu les agents de la DGCCRF dans tous les territoires pour aller faire très prosaïquement ces relevés de prix, la ministre que je suis aurait tout simplement été à l'aveugle. Donc je veux vraiment remercier les agents pour leur engagement qui a été absolument stratégique durant cette année. Je souhaiterais aussi partager avec vous une vision un peu plus subjective, ma vision du bilan de la DGCCRF. Je viens de vous le dire, je veux d'abord féliciter les agents. Ils ont aussi, au-delà de leur engagement sur le terrain, fait énormément de travail amont, réalisé énormément de travail amont dans le cadre de l'élaboration de 2 textes très importants, 2 textes législatifs en matière de consommation que j'ai défendus le mieux possible au banc, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. La loi du 16 août 2022, dont on se rappelle, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en particulier s'agissant de la mise en place de la résiliation en 3 clics, afin de redonner du pouvoir de choix aux consommateurs, mais aussi de les aider à baisser leurs dépenses contraintes. C'est une mesure très concrète, dont le décret d'application est paru d'ailleurs le 1er juin dernier, et qui va faciliter la vie des consommateurs pour faire jouer la concurrence en matière d'abonnement de services en ligne, de façon très large, services à la fois bien sûr Internet, de plateformes vidéo, mais aussi d'abonnements téléphoniques ou autres abonnements aux salles de sport ou à d'autres services. Mais je ne veux pas oublier non plus la proposition de loi sur l'influence commerciale, portée, initiée d'ailleurs par les députés Vogetta et Delaporte, bien sûr avec l'appui et l'engagement du gouvernement. Une première dans le monde, une première en Europe, s'agissant de la régulation et de l'accompagnement d'une profession qui est désormais définie,
la profession de l'influence commerciale, la DGCCRF va être vraiment au cœur de cette régulation, avec des effectifs renforcés qui vont permettre de vérifier les nouvelles règles en matière d'affichage obligatoire dans les publicités réalisées par les influenceurs, notamment à l'attention des jeunes publics. La DGCCRF a également été au cœur de textes réglementaires qui vont très concrètement changer les choses pour les consommateurs. Je pense au décret sur la date de durabilité minimale qui permet aux industriels de l'agroalimentaire d'être plus précis, de compléter la mention qu'on connaît tous, à consommer de préférence avant le. C'est un moyen concret de mieux informer le consommateur, mais aussi un moyen concret, accessoirement, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les chiffres en matière de gaspillage alimentaire sont assez ahurissants, et c'est un moyen utile pour que, notamment sur les produits secs, on évite le plus simplement du monde de mettre à la poubelle des produits qui seraient encore tout à fait bons à consommer. Je pense aussi au décret d'encadrement des horaires de démarchage téléphonique qui date d'octobre 2022 et qui interdit depuis le printemps, depuis mars dernier, les appels non sollicités le soir mais aussi le week-end. Mais la vie de nos concitoyens, fort heureusement, n'est pas faite que de mesures législatives ou réglementaires. La DGCCRF le sait mieux que personne. Elle le sait pour l'attention qu'elle porte non pas seulement à édicter des règles, mais à en questionner l'application. En septembre, la DGCCRF a ainsi rapidement enquêté, à ma demande, sur la pratique de shrinkflation. Une pratique aujourd'hui considérée comme légale, mais qui interroge nos concitoyens. Les associations de consommateurs s'en sont fait l'écho, fortement, et c'est d'ailleurs cette enquête qui m'a conduite récemment à annoncer que nous saisirions à la rentrée le Conseil de la consommation. Les travaux seront lancés donc à la rentrée, des propositions concrètes d'évolution du cadre existant pour mieux informer les consommateurs sur l'évolution des produits en rayon me seront transmises. Pour autant, il me semble important aussi de rappeler que ces quelques faits marquants ne sont, je dirais, que la partie visible et émergée de l'iceberg. La DGCCRF édicte des règles, les questionne, mais surtout, elle en contrôle l'application effective. Je veux vraiment encore saluer une fois l'énorme travail de ces enquêteurs sur l'ensemble du territoire, au plus près des entreprises et des consommateurs, en particulier dans le combat engagé pour la protection du pouvoir d'achat, qui est un combat du quotidien. Je crois que nous avons, j'en suis même sûr, j'échangeais il y a une semaine jour pour jour avec pas moins d'une trentaine de ministres des PME dans le cadre de l'OCDE, et nous avons notamment parlé de ces sujets. Je peux vous dire que nous avons de la chance d'avoir une administration aussi efficace et en prise avec la réalité économique, qui est capable de réagir rapidement, de faire des enquêtes, d'étayer des faits et de les remonter au niveau des ministres pour que nous puissions arbitrer. J'ai vraiment en tête tout ce travail. J'ai aussi en tête le travail mené en matière de relations commerciales, qui a été accompli, salué par de nombreux professionnels, s'agissant de la réouverture des négociations commerciales en 2022 à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Le suivi de ces relations industrie-commerce, les procédures engagées à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les dispositions qui visent à rééquilibrer les relations commerciales complexes, les actions en matière de pédagogie pour accompagner et préciser la portée des textes, je pense ici notamment aux lignes directrices relatives aux pénalités logistiques en date de juillet 2022, sont essentielles. Je pourrais continuer à évoquer par tous ces actions multiples qui ne couvrent en réalité qu'une infime partie des missions que je sais très nombreuses en matière de contrôle de la sécurité des produits. Mais vous le voyez bien, plus j'en cite, plus je prends le risque de rendre inexcusables des oublis. Je préfère donc m'arrêter ici. Je pourrais encore parler longtemps, pousser le bilan jusqu'aux perspectives. Je pense notamment à Signal Conso, qui est incontestablement un des succès des applications mobiles françaises des derniers mois. Je me contenterai donc une dernière fois de remercier l'ensemble des agents de la DGCCRF pour leur travail, en mon nom, mais aussi au nom de Bruno Le Maire, qui m'a demandé expressément, juste avant cet échange et ce point presse, dans le cadre de la présentation du bilan, de vous transmettre très directement la marque la plus directe de sa très haute estime. Madame la directrice générale, chère Sarah Lacoste, je vous cède maintenant la parole pour que vous présentiez bien plus en détail que moi les résultats de votre direction, que beaucoup de mes collègues m'envient au sein du gouvernement,
Je n'ai pas cité l'ensemble des travaux que vous avez pu mener durant l'année, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, comme demain, je serai à vos côtés, d'abord pour mieux vous faire connaître et pour rendre compte de l'immense travail que vous menez pour changer très concrètement la vie des gens au quotidien. Merci infiniment. Merci Madame la Ministre pour vos propos introductifs sur notre bilan et vos chaleureux remerciements sur le travail qui a été accompli par l'ensemble des agents de la DGCCRF parce que je sais qu'ils y sont très sensibles. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, voilà maintenant presque 2 mois que j'ai pris mes fonctions et je tiens, Madame la Ministre et mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, à dire quel honneur c'est pour moi d'être à la tête de cette direction qui, comme vous l'avez dit, assure des missions au cœur de notre économie et qui touche au quotidien des consommateurs. Je suis également très fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui le bilan de l'action 2022 de la DGCCRF. Ce bilan, avant tout, c'est celui des agents que je souhaite remercier très sincèrement pour leur travail et leur engagement. Je ne serai pas non plus exhaustive parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ils font énormément de choses au quotidien avec une grande variété de missions. Ce bilan, en tout cas, c'est l'occasion de rappeler le rôle de garant de l'ordre public économique, essentiel à la confiance et au bon fonctionnement de l'économie que joue la DGCCRF, en assurant la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles, en veillant à leur pouvoir d'achat, mais également en veillant à la loyauté de la concurrence et des relations commerciales entre entreprises. Le contexte inflationniste actuel, une économie qui évolue vite avec les transitions écologiques et numériques, cela nécessite une grande réactivité de notre part, qu'il s'agisse de mesurer l'efficacité des dispositifs anti-inflation ou d'identifier des nouvelles pratiques qui peuvent causer du tort aux consommateurs. Notre bilan, qui va vous être remis à l'issue de cette conférence, témoigne de la très forte mobilisation de la DGCCRF qui sera poursuivie cette année. Il y a 5 points clés que je voudrais que vous reteniez de ce bilan d'activité pour 2022. Le premier, c'est qu'en 2022, la DGCCRF s'est mobilisée de façon réactive et massive pour protéger le consommateur et son pouvoir d'achat dans des contextes de crise. Le deuxième, c'est que la DGCCRF accompagne la transition écologique et soutient la consommation durable. Le troisième point clé, c'est que la DGCCRF accompagne la transformation numérique de l'économie. Enfin, je vous parlais tout à l'heure des relations commerciales. La DGCCRF veille à l'équilibre des relations commerciales, elle protège les consommateurs sur tous les secteurs de l'économie, en ciblant ses enquêtes sur les enjeux qui sont les plus impactants pour les consommateurs et pour les entreprises. Et enfin, un point à souligner en 2022 et qui se prolonge encore cette année, c'est que la DGCCRF est dotée de pouvoirs renforcés pour sanctionner les manquements et les infractions et qu'elle a enrichi son offre de services vis-à-vis des consommateurs. Comme je vous le disais, le premier point, 2022 a été une année très particulière et la DGCCRF s'est mobilisée de façon réactive et massive pour protéger le consommateur et son pouvoir d'achat dans des contextes de crise. Cela a nécessité une grande réactivité et une grande capacité d'adaptation de la part des équipes. Je voudrais tout d'abord vous parler des 2 alertes alimentaires exceptionnelles dont vous avez forcément entendu parler, Buitoni et Kinder. Les services ont fait preuve d'une mobilisation remarquable pour protéger les consommateurs, en particulier les enfants. Les investigations ont été poussées et rapides et elles ont mené à un rappel de produits de grande ampleur. L'effectivité a été contrôlée massivement. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Près de 25 000 visites ont été réalisées auprès de l'ensemble des modes de distribution, dont 7 000 en un week-end. Ces contrôles ont montré que la majorité des professionnels avaient bien réagi et rapidement. Néanmoins, nous avons quand même prononcé près de 200 avertissements et 10 procès-verbaux pour manquement aux obligations de mise en œuvre des mesures de retrait et de rappel. Là aussi, je voudrais vous signaler qu'en 2022, nous avons géré près de 2000 alertes concernant des produits retirés et appelés, parce que dangereux pour les consommateurs, et vous pouvez retrouver ces produits sur la plateforme Rappel Conso. Je tiens ici à saluer le travail que nous effectuons avec le service commun des laboratoires partagés avec la douane, qui a réalisé pour nous près de 115 000 analyses de produits, et sans lequel nous ne pourrions pas réaliser une bonne partie de nos enquêtes. C'est désormais la Direction générale de l'alimentation qui est en charge de la sécurité sanitaire depuis le 1er janvier 2023, et nous avons travaillé ensemble sur un protocole progressif de transfert de l'activité.
Quant à la DGCCRF, elle continuera de se mobiliser sur la dimension de loyauté alimentaire, c'est-à-dire la bonne information du consommateur. Autre sujet sur lequel la DGCCRF s'est mobilisée de façon réactive et massive, ce sont les conséquences du déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a déstabilisé les marchés de l'énergie, générant des hausses de prix pour les consommateurs, les particuliers, les entreprises, et qui a également créé des tensions commerciales et contractuelles entre les entreprises. Nous avons été très fortement mobilisés pour nous assurer du bon respect des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour contenir les conséquences de la guerre en Ukraine. Premier sujet, c'était par exemple des difficultés d'approvisionnement pour les industries alimentaires et cosmétiques, pour certaines matières premières, comme par exemple les huiles. La DGCCRF a mis en place une téléprocédure Dérogue Conso qui permettait de gérer l'examen des dérogations temporaires d'étiquetage. Il s'agissait d'éviter des arrêts de production et des ruptures de stock en masse sur des produits qui étaient importants pour les consommateurs. Vous avez également constaté que ces tensions sur les approvisionnements ont généré une forte hausse de matières premières et de coûts de production pour les industriels. Et à la demande du gouvernement, les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs ont été exceptionnellement réouvertes après le 1er mars, sur la base d'une charte d'engagement, formalisant le cadre de ces renégociations, afin que ces augmentations soient répercutées sur les prix convenus. Nous avons alors mené des contrôles auprès de près de 120 fournisseurs de toute taille pour vérifier que le dispositif était bien appliqué. Autre conséquence de la crise, la hausse du prix de l'énergie. Là encore, nous avons lancé des enquêtes spécifiques pour vérifier la répercussion effective de la remise carburant par les opérateurs. En 2023, nous resterons mobilisés sur ces secteurs pour garantir une transparence et une loyauté des informations délivrées aux consommateurs et veiller à des relations commerciales apaisées. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait que nous accompagnons la transition écologique et nous soutenons la consommation durable. L'urgence climatique impose à notre économie une transformation profonde, y compris sur nos modes de consommation, et il est important que le consommateur dispose d'une information claire et fiable pour pouvoir choisir entre les produits et les services selon leur impact environnemental et pour contribuer à la bonne décarbonation de l'économie. En 2022, la transition écologique a été un axe fort de notre programme d'enquête. Je voudrais illustrer de façon concrète mon propos avec deux exemples, la lutte contre l'éco-blanchiment et la lutte contre la fraude en matière de rénovation énergétique. Premier exemple, nos enquêtes en matière de lutte contre l'éco-blanchiment, dont nous avons récemment publié les résultats. Cette enquête, elle a été menée en 2021 et 2022 auprès de plus de 1100 établissements et elle a touché tout type de services et produits. Un établissement sur 4 était en anomalie. Ces anomalies, elles nuisent à la confiance entre les consommateurs qui cherchent à avoir une information et cela oriente leur choix de consommation et les professionnels. Et pour certains, c'est un enjeu de concurrence déloyale. Différents types d'allégations sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur et elles ont été sanctionnées. C'est le cas notamment lorsque ces allégations sont trop générales. Par exemple, la mention éco-responsable lorsqu'on vend de la vaisselle en bois mais qui est importée depuis l'Asie. Je vous le disais tout à l'heure, nous nous mobilisons donc forcément sur l'information des consommateurs et des professionnels et des travaux ont été engagés avec les professionnels et les associations de consommateurs au sein du Conseil national de la consommation. Et cela a permis d'aboutir tout récemment à l'actualisation du guide des allégations environnementales qui a été remis à la ministre très récemment, en mai dernier. Ce guide, il est destiné à la fois aux professionnels et aux consommateurs pour mieux les informer sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il me semble d'ailleurs que vous avez des exemplaires à l'entrée du bâtiment et je vous invite à vous en servir et à le faire connaître. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, les enquêtes sur la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique, et je sais qu'on en entend beaucoup parler. Pour soutenir les mesures prises par le gouvernement et aider les consommateurs à opérer la rénovation de leur logement, il y a aussi là un volet de concurrence loyale entre entreprises. Nous menons depuis plusieurs années ce type d'enquête. En 2022, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au secteur des diagnostiqueurs énergétiques pour s'assurer que la bonne information du consommateur était bien en place et vérifier les aptitudes professionnelles des diagnostiqueurs. Sur 355 établissements contrôlés, nous avons vu que 75% d'entre eux étaient en anomalie, ce qui est donc un pourcentage assez élevé. Et cela nous a d'ailleurs conduit à transmettre près de 13 dossiers à la justice et à adresser une centaine d'injonctions de mise en conformité. Nous nous sommes également mobilisés en 2022 sur
les pratiques de démarchage qui sont interdites depuis 2020 en matière de rénovation énergétique. Nous avons pris de nombreuses sanctions dans ce domaine. Par exemple, en Charente-Maritime, il y a une saisie record de près de 2 millions d'euros sur les comptes bancaires d'une entreprise qui était responsable de démarchage interdit. Cette entreprise se faisait passer pour l'ANA au téléphone et promettait des primes, certificats d'économie d'énergie que les gens ne touchaient jamais. Ces pratiques, elles sont bien souvent à la limite de l'escroquerie en bande organisée. Et nous travaillons de façon étroite avec nos partenaires, notamment la justice, parfois la police, la gendarmerie. Et avec la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les sanctions pour pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont alourdies lorsqu'elles ont donné lieu à la conclusion d'un contrat ou qu'elles ont été commises en bande organisée. Cela peut aller jusqu'à des peines de prison, que nous avons parfois effectivement mis en place, en tout cas transmis les éléments nécessaires pour que cela soit appliqué. Donc, comme je vous le disais, les échanges d'informations que nous pouvons avoir avec, par exemple, la police et la gendarmerie sont désormais facilités par cette loi. Et nous comptons bien faire bon usage de ces nouvelles dispositions à chaque fois que la situation le justifiera. Si vous lisez le rapport, vous verrez que nous mobilisons sur d'autres axes d'intervention pour accompagner la transition énergétique, par exemple le contrôle de l'affichage de la performance énergétique ou la réparabilité des produits électroménagers. Au vu de ces enjeux, il a semblé nécessaire de nommer un délégué à la transition écologique qui m'est rattaché. Il a été nommé en mai dernier et il est chargé d'impulser la réflexion et de bien coordonner notre action sur les sujets climatiques, environnementaux et d'avoir une approche avec tous les partenaires avec lesquels il nous faut travailler sur le sujet. Cette ambition d'accompagner la transition écologique énergétique reste une priorité pour nous pour l'année 2023. Troisième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est l'action de la DGCCRF pour accompagner la transformation numérique de l'économie. Depuis plusieurs années, c'est une priorité d'intervention de la DGCCRF pour s'assurer que les consommateurs sont aussi bien protégés en ligne que hors ligne et que les relations commerciales entre les entreprises sont équilibrées. Vous avez vu cette année, effectivement, il y a de nouvelles méthodes de promotion, comme les influenceurs, de commercialisation, comme le dropshipping, et cela nous oblige à innover, à définir de nouvelles priorités et à nous adapter à l'émergence de ces nouvelles pratiques. Nous avons également pu bénéficier de nouvelles méthodes d'enquête et de nouveaux pouvoirs. En 2021, nous avions utilisé l'injonction numérique par rapport à la plateforme Wish. En 2022, nous avons utilisé ce pouvoir d'injonction à 86 reprises, 56 fois pour restreindre l'accès et 30 fois pour bloquer un nom de domaine. C'est réellement un outil très précieux pour nous qui nous permet d'agir rapidement pour protéger les consommateurs. Depuis le décret du 31 décembre 2022 qui applique la loi portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, nous sommes dotés d'un autre outil très efficace qui nous permet de publier plus largement nos sanctions, et notamment les injonctions de mise en conformité que nous adressons aux professionnels. C'est une procédure qui est bien encadrée, qui nous permet d'avertir les consommateurs et surtout qui a un effet dissuasif. En 2022, nous avons également mis en œuvre pour la première fois une injonction sous astreinte contre Amazon au titre de sa mission de garant de l'équilibre des relations commerciales. Cet opérateur tardait en effet à revoir les conditions contractuelles déséquilibrées qu'il imposait aux professionnels qui commercialisaient les produits par son intermédiaire. Grâce à cette injonction sous astreinte, Amazon s'est remis en conformité, mais en retard par rapport à ce qui lui était demandé. Cela a donc conduit à liquider une astreinte de 3,3 millions d'euros, ce qui est quand même conséquent. Je voudrais donc faire une insiste sur le fait que les pouvoirs de sanction de la DGCCRF ont à nouveau été étendus en 2023. Nous pouvons désormais prononcer des injonctions sous astreinte pour les infractions au code de la consommation et je voudrais bien évidemment mentionner ici ce qui a été fait par rapport au plan d'action contre les dérives de l'influence commerciale. En 2023, nous nous sommes très fortement mobilisés pour contribuer avec monsieur le ministre Bruno Le Maire et la ministre Olivia Grégoire à la lutte contre les dérives de l'influence commerciale en activant 3 leviers d'action. Le premier, c'était préparer le projet de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs. Le deuxième, c'était d'élaborer un guide de bonne conduite en matière d'influence commerciale. Et enfin, mener des contrôles pour faire respecter ces règles. Je tiens d'ailleurs à souligner que la DGCCRF bénéficie de moyens renforcés et va se doter d'une brigade spécialisée qui devrait être prochainement opérationnelle à l'automne. Je pense que les publications récentes d'injonctions prises à l'encontre d'influenceurs ne vous auront pas échappé. Ces publications étaient par ailleurs assorties d'obligations
pour eux de publier sur leur compte Instagram le fait qu'ils étaient sous le coup d'une injonction de la DGCCRF, ainsi que le motif de celle-ci. Nous utiliserons ce pouvoir autant de fois que nécessaire pour alerter les consommateurs sur les pratiques de certains professionnels. C'est donc en tout cas une année sur laquelle la DGCCRF réellement bénéficie désormais de pouvoirs de sanction et de communication qui sont renforcés. Je voulais également attirer votre attention en termes d'actualité dans le domaine du numérique sur des textes européens qui ont été pris récemment et qui auront un impact dans les années à venir. Je parle du texte portant sur les marchés numériques, le Digital Market Act, qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et à corriger les déséquilibres de leur domination. Et enfin, la législation sur les services numériques qui porte sur des demandes d'information renforcées de la part des services numériques. Nous aurons tout notre rôle à jouer sur l'application de ces textes en nous inscrivant avec les autres autorités concernées dans un dispositif de contrôle proportionné. Comme vous le voyez, c'est un sujet sur lequel nous nous mobilisons depuis plusieurs années et qui restera une priorité d'action pour nous en 2023. Le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est le travail qui est effectué par la DGCCRF pour veiller à l'équilibre des relations commerciales et pour protéger les consommateurs sur tous les secteurs de l'économie en ciblant nos enquêtes sur les enjeux les plus impactants. L'équilibre des relations commerciales et la concurrence, ce sont des sujets très importants pour les entreprises, notamment pour les plus petites. Cela passe notamment par le respect des délais de paiement. Le respect de délais de paiement, c'est un enjeu essentiel pour les petites et moyennes entreprises. C'est déjà vrai en temps normal, mais cela l'est encore plus dans le contexte économique actuel. En 2022, les brigades spécialisées de la DGCCRF ont contrôlé près de 1200 établissements sur le respect de ces délais de paiement, notamment celles qui avaient bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Le récent observatoire de délais de paiement a annoncé plutôt une tendance à la baisse de ces délais de paiement. C'est quelque chose que nous constatons également dans le cadre de nos contrôles. Néanmoins, nous avons infligé de nombreuses amendes administratives pour le non-respect de ces délais de paiement pour un total annuel de près de 19 millions d'euros, dont certaines significatives qui s'élevaient au-delà d'1 million d'euros. Et nous publions l'intégralité de ces sanctions sur notre site internet parce que cela a un effet dissuasif. L'atteinte à la réputation est en effet un levier puissant pour respecter les règles. Ce type d'enquête sera bien évidemment maintenu en 2023, puisque les délais de paiement sont clés pour la trésorerie des entreprises, particulièrement dans le contexte de fortes tensions sur les coûts d'approvisionnement que nous observons toujours en ce moment. L'équilibre des relations commerciales passe également par le respect des dispositifs de négociation commerciale. La DGCCRF se mobilise fortement pour s'assurer du bon déroulé et du respect des règles en matière de négociation commerciale. Et en 2022, une exigence toute particulière a été portée sur l'encadrement des pénalités logistiques. Dans ce domaine, nous avons prononcé des injonctions sous astreinte journalière à l'encontre de 4 enseignes. En matière de concurrence, 2022 a également été une année active, puisque nous sommes pleinement mobilisés sur l'ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer. Nous avons transmis près de 20 dossiers à l'autorité de la concurrence sur la base de premiers constats qui ont été réalisés par nos enquêteurs et qui permettront à l'autorité de la concurrence de diligenter des enquêtes ou de nous laisser diligenter ces enquêtes. En cette période d'inflation, il est en effet très important que le juste jeu de la concurrence puisse s'exercer pleinement parce que cela bénéficie aux consommateurs et à l'économie. S'agissant de la protection des consommateurs, je vous disais tout à l'heure, nous cherchons à cibler les secteurs qui ont un impact le plus fort possible en matière de sécurité ou de protection du pouvoir d'achat. Nous avons donc mené de nombreuses enquêtes dans des secteurs très variés, à la fois sur ce volet de loyauté des informations vis-à-vis des consommateurs, mais aussi sur la dimension de sécurité. Je voudrais vous donner quelques exemples, les secteurs de l'immobilier, de l'assurance, de la santé et des établissements pour les seniors. La DGCCRF a été présente dans tous ces domaines en 2022 et je n'en cite que quelques-uns. Pour donner des exemples d'enquêtes dans le secteur de l'immobilier, nous avons contrôlé plus de 2400 professionnels dans le domaine de l'immobilier, que ce soit des agents, des mandataires, les syndics de copropriété, des constructeurs de maisons individuelles et des diagnostiqueurs immobiliers. Nous constatons des taux d'anomalie qui demeurent assez forts dans ces secteurs, avec près de 1200 procès-verbaux administratifs ou pénaux qui ont été dressés et 700 injonctions. Je souhaite notamment attirer l'attention, s'agissant des agences immobilières, sur l'importance d'avoir une clarté sur les prix
qui sont pratiqués et l'affichage des barèmes des honoraires. Chez les syndics, là aussi, 60% des syndics contrôlés étaient en anomalie, ce qui donc veut dire qu'en 2023, nous allons maintenir nos enquêtes sur ces domaines puisque nous voyons que les taux d'anomalie restent élevés. En matière d'assurance, qui est un autre poste important de dépenses des consommateurs, nous avons mené une enquête auprès de 150 professionnels et près d'un tiers ne respectait pas la réglementation portant sur la bonne information du consommateur, des pratiques en matière de démarchage téléphonique ou de loyauté des pratiques commerciales. Pour les manquements les plus graves, nous avons dressé 9 procès-verbaux et 6 injonctions. Je souhaite d'ailleurs, comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, attirer votre attention sur le fait que, désormais, depuis le 1er juin, les modalités de résiliation par voie électronique des contrats sont facilitées pour les consommateurs. Il s'agit de la résiliation en ligne. Autre secteur sur lequel nous avons fait des contrôles en 2022, il s'agit de la santé et du bien-être, qui sont des postes importants pour les ménages. Nous nous sommes notamment, en 2022, intéressés aux prestations de coaching bien-être, qui est une pratique en plein essor depuis plusieurs années. Nous avons notamment contrôlé des professionnels et établissements en matière de formation et près de 80% présentaient au moins une anomalie relative à l'information délivrée aux consommateurs en matière de compétences des professionnels. Voire, et là c'est plus grave, de confusion avec le secteur médical par l'usage d'allégations thérapeutiques ou la spécialisation de leurs pratiques de coaching pour la lutte contre des troubles du comportement, qui relèvent d'un suivi médical. Ces pratiques, elles ne sont pas anodines. Elles peuvent engendrer un risque réel pour les consommateurs sur le plan médical. Nous resterons donc très attentifs à ce secteur et n'hésiterons pas à sanctionner fermement, comme nous l'avons fait cette année pour 6 opérateurs. Et je tiens également à souligner que nous transmettons les signalements aux administrations partenaires, la Miviludes sur les dérives sectaires ou les ARS s'agissant des sujets de santé et d'exercice illégal de la médecine. Enfin, je pense que vous en avez entendu parler, en 2022, il y a une grande enquête sur le respect du dispositif anti-cadeau qui vise à préserver l'indépendance des professionnels de santé pour que seules les considérations de santé guident la prescription et la délivrance de ces produits. Cette enquête, elle a permis de révéler la pratique des laboratoires Urgo qui ont offert à de très nombreux pharmaciens d'officine plus de 55 millions d'euros de cadeaux entre 2015 et 2021. Le tribunal de Dijon a prononcé une amende de plus d'1 million d'euros à l'encontre du groupe et l'enquête se poursuit désormais auprès des pharmaciens impliqués et d'autres opérateurs du secteur. Je souhaitais également attirer votre attention sur le fait que nous sommes présents sur la thématique des résidences seniors et des EHPAD. Là aussi, c'est un thème particulièrement important puisque c'est souvent un moment difficile pour les familles. En tout cas, ça peut être une situation de fragilité et il est important que le consommateur puisse bénéficier d'une information qui est fiable sur ce domaine. Nous avons donc fait près d'1 million de contrôles auprès des sièges sociaux d'EHPAD et de résidences services seniors. Nous avons fait beaucoup de suites pédagogiques, mais également des suites correctives. Et dans 17 cas qui étaient graves, des dossiers ont été adressés à la justice. Le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que nous sommes dotés de pouvoirs renforcés pour sanctionner les manquements et les infractions, et nous avons enrichi notre offre de service vis-à-vis des consommateurs. Comme je vous le disais, et vous l'avez vu sur le domaine numérique, nous bénéficions d'une palette de sanctions qui est étendue et qui est très large, pour avoir un impact maximum, mais qui doit demeurer adapté aux circonstances et qui va du rappel des règles, c'est-à-dire la pédagogie, au pénal. En 2022, nous avons réalisé près de 130 000 visites et contrôlé près de 90 000 établissements au site Internet. Vous voyez que notre mission, c'est de sanctionner sévèrement les comportements les plus dommageables aux entreprises et aux consommateurs, mais il faut également accompagner ces entreprises dans l'amélioration de leurs pratiques. Donc, en 2022, nous avons prononcé près de 23 000 avertissements. Les avertissements, cela illustre le poids que nous donnons à la pédagogie et au rappel de règles lorsque cela est justifié. Nous avons également prononcé près de 8 000 injonctions de mise en conformité, simples ou avec astreinte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous bénéficions de pouvoirs renforcés dans ce domaine avec l'injonction numérique, le fait de pouvoir mobiliser des injonctions avec des astreintes et une capacité à communiquer sur ces sanctions. Près de 3 000 dossiers pénaux ont été ouverts. C'est presque 300 dossiers de plus qu'en 2021. Les contraventions et les délits ont donné lieu pour plus de matière des transactions pénales, dont le montant est de 8,4 millions d'euros. Nous avons également très largement utilisé les sanctions administratives, puisque nous avons notifié plus de 1640 amendes
pour un peu plus de 45 millions d'euros. Là aussi, c'est un montant qui est plus élevé qu'en 2021 de près de 7 millions d'euros. Et une bonne partie, en tout cas 200 amendes, concernent l'encadrement des délais de paiement. Donc c'est bien, cela souligne bien la mobilisation que nous avons sur ce sujet très important pour les entreprises. S'agissant de ces sanctions administratives, 230 dossiers ont fait l'objet d'une publication sur notre site internet. Ces chiffres, ils témoignent pour moi de notre orientation forte pour adapter et diversifier nos sanctions aux manquements et infractions et renforcer l'impact de nos actions. Autre axe très important pour la DGCCRF, c'est notre offre de services vis-à-vis des consommateurs. Les enquêtes et les actions dont je vous ai parlé, en fait, elles sont souvent alimentées par les signalements des consommateurs, soit qui identifient une pratique, soit qui sont lésés. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, puisque vous voyez l'affiche qui est juste derrière moi. L'idée, c'est de pouvoir renforcer la relation et le dialogue entre les consommateurs et les entreprises à travers nos services, Signal Conso et Réponse Conso, et d'offrir une offre de service qui est moderne pour les consommateurs. Depuis sa création en 2020, la plateforme Signal Conso avait enregistré à fin d'année plus de 400 000 signalements. Il y en a près de 500 000 aujourd'hui, par 260 000 consommateurs, et on en est à près de 320 000 cette année. Nous avons enregistré plus de 100 000 signalements supplémentaires, et donc on a une très forte augmentation de l'utilisation de Signal Conso. Et je pense que ce succès, il vient du fait que cela facilite le règlement rapide des litiges de consommation courant. J'espère d'ailleurs que vous avez vu que nous avions déployé une version appli de Signal Conso, et j'espère que vous l'avez tous téléchargé sur votre téléphone. En tout cas, moi, je l'ai. Voilà. En complémentarité de Signal Conso, comme je vous le disais, l'information du consommateur est particulièrement importante, et le centre de réponse Conso est pleinement opérationnel depuis le premier trimestre 2022. Il a eu à gérer plus de 56 000 sollicitations, appels téléphoniques ou sollicitations écrites, et cela nous permet de centraliser les réponses aux demandes d'information des consommateurs et de les orienter. En conclusion, et pour tirer un fil de continuité entre nos priorités de 2022 et 2023, vous voyez donc en 2022, nous nous sommes mobilisés de façon réactive et massive pour protéger le consommateur et son pouvoir d'achat dans des contextes de crise. En 2023, nous faisons preuve d'une grande réactivité et disponibilité sur le sujet du pouvoir d'achat qui reste une préoccupation très forte. En 2023, nous restons également pleinement engagés pour accompagner la transition écologique et la transition numérique en cohérence avec les dynamiques initiées les années précédentes. Nous continuerons également à concentrer nos enquêtes et nos contrôles sur les enjeux qui sont les plus impactants en matière d'équilibre des relations commerciales et de protection des consommateurs. Et nous mettrons en œuvre toute la palette de nos pouvoirs renforcés pour sanctionner les manquements et infractions, et nous poursuivrons l'enrichissement de notre offre de services vis-à-vis des consommateurs. Le mot de la fin sera pour l'ensemble des agents de la DGCCRF, que je tiens à nouveau à remercier pour leur travail remarquable et l'engagement quotidien au service de l'intérêt collectif. Je vous remercie et je vous propose de répondre avec les membres de mon conseil de direction à vos questions. Je vais devoir m'éclipser pour la bonne cause, pour tout vous dire, parce que mon agenda est public. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau les commerçants puis les acteurs du tourisme dans le cadre de ces journées un petit peu agitées. Je vous prie donc de m'en excuser. Je veux encore remercier, chère Sarah Lacoche, l'exhaustivité quand même du bilan que vous avez fait. Et les chiffres, je crois, témoignent des mutations et de l'adaptation de la DGCCRF au nouveau comportement de consommation. Comptez sur moi pour soutenir Signal Conso. Je compte sur vous pour l'avoir sur votre téléphone. On n'est pas à l'abri de l'améliorer, peut-être de faire évoluer un peu les choses, notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un outil très simple, très facile, et puis je ne me priverai pas de dire quand même c'est assez rare, puisque je crois même que c'est inédit, dans l'histoire des applications de la République française, qui n'a pas toujours été facile. Pas moins de 100 000 téléchargements le premier jour, et on a le droit aussi, quand on est ministre, d'être fier du travail des administrations. On a même le devoir. Nous étions quand même, le jour du lancement de l'appli, les premiers téléchargements en France, à la fois sur l'Apple Store, mais aussi sur Android. Et je veux sincèrement féliciter le boulot.
et vous dire qu'on a besoin de vous, notamment les médias, très prosaïquement, pour faire connaître cette application qui est quand même très pratique quand on est dans un supermarché ou devant son ordinateur et qui est beaucoup, beaucoup plus adapté qu'un site web. C'est un gros boulot qui a été fait, donc un immense bravo et un record pour une application gouvernementale. Je vous remercie, je file. Je vous laisse répondre avec vos équipes aux questions. Merci aux équipes et à vous-même. Merci encore, Madame la Ministre. Bravo à vous. Question. Oui. À la hausse, et si oui, de combien? Alors, les effectifs de la DGCCRF, donc à fin 2022, en termes de personnes physiques, on était autour de 2900 personnes. Ces effectifs ont été stabilisés les 5 dernières années, à peu de choses près. Et nous avons obtenu quelques renforts cette année pour les sujets relatifs, comme je vous le disais, à la brigade pour l'influence commerciale et pour les Jeux olympiques. Bonjour, Corentin Dautrep pour l'AFP. Pour prolonger la question de ma consoeur, est-ce que vous pensez que le service est bien positionné face à ces nombreuses missions, bien dimensionné, pardon, face à ces nombreuses missions? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe le transfert de la mission de sécurité sanitaire à la DGAL? Si aujourd'hui, enfin, s'il y a maintenant un scandale sanitaire de type de celui de Buitoni ou Kinder dont vous avez parlé intervenait, comment se passeraient les contrôles et qui les effectuerait? Merci beaucoup. Oui. Vous avez vu les résultats du bilan d'activité de l'année 2022. Je pense qu'ils démontrent en tout cas la capacité d'action de la DGCCRF avec ses effectifs à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, nous avons pu bénéficier de renforts sur des thématiques spécifiques qui étaient des thématiques nouvelles. S'agissant du transfert de la mission de sécurité sanitaire des aliments, nous avons eu un dialogue et une coopération très étroite avec la Direction générale de l'alimentation, avec laquelle nous avions déjà des liens très étroits. Nous avons mis en place un protocole qui a été signé au printemps, puisque le transfert, en tout cas des alertes, est géré désormais depuis le 1er janvier par la Direction générale de l'alimentation. Ce protocole, il nous a permis de mettre en place une phase progressive de bascule pour que ce transfert soit sans couture pour les consommateurs, bien évidemment, puisque c'est un sujet très important en matière de sécurité. Nous continuons donc à suivre la bonne mise en application de ce protocole. Nos agents restent encore un peu mobilisés sur les contrôles jusqu'à la fin de l'année. 1er janvier 2024, ces contrôles seront effectués par les agents de la Direction générale de l'alimentation. Nous avons également prévu de mettre en place un protocole début d'année 2024, une fois ce bascule effectué. Et pas plus tard que demain, je ferai un nouveau point avec la Direction générale de l'alimentation pour voir où nous en sommes. Donc les relations sont très fluides. Nous avions déjà l'habitude de travailler ensemble et nous continuerons à le faire. D'autant plus que la DGCCRF continuera de se mobiliser sur le sujet de la loyauté alimentaire. Donc il est très important que nous continuions à avoir un bon échange d'informations, puisque dans le cadre de nos contrôles sur la loyauté, parfois nous pourrions détecter un sujet de sécurité. Il est donc important que nous puissions rapidement donner l'information à la Direction générale de l'alimentation. Bonjour, pardon, Barthélémy Philippe, journaliste à Europe 1. Bon, on a vu que la ministre était ravie des résultats de Signal Conso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le premier bilan de cette application, avec quelques chiffres, j'imagine, qui sont dans le dossier de presse, mais je veux bien que les connaître, et peut-être quelques exemples marquants de signalements qui ont révélé de graves anomalies commerciales et ensuite qui ont donné lieu à des sanctions de la part de vos services. Alors, je vais vous redonner quelques chiffres. Signal Conso, comme je le disais tout à l'heure, maintenant on est à près de 500 000 signalements sur le site. Donc c'est une progression continue. 100 000 téléchargements de l'application, comme l'a dit la ministre Olivia Grégoire. On a un peu plus de 300 000 consommateurs qui se sont enregistrés sur le site, ce qui veut dire que certains consommateurs nous ont fait plusieurs signalements. Nous sommes en capacité de suivre les thématiques qui nous sont signalées. La DGCCRF
en fait, ça lui permet de cibler et de détecter des cas qui pourraient être problématiques. Certains cas sont très uniques, un consommateur a un problème, mais nous sommes en capacité de voir si certains signalements concernent une même entreprise. Cela a été le cas pour certaines entreprises, je ne donnerai pas de nom, mais nous avons vu par exemple quelqu'un qui vendait des aspirateurs et qui visiblement ne donnait plus signe de vie à plusieurs centaines de consommateurs qui attendaient leur aspirateur. Dans le cas concerné, en fait, c'était quelqu'un qui ne répondait plus en service après-vente. Pour autant, il attendait bien ses commandes d'aspirateur. Donc, dans ces cas-là, ça peut nous permettre effectivement de diligenter un contrôle en nous disant, voilà, ça commence en termes d'indices à être significatif, et dans ce cas-là, nous déclenchons des contrôles. Bonjour, Juliette Guéry, je suis journaliste pour Agrapresse, une agence spécialisée sur les politiques et l'économie agricole. J'avais une question. En 2022, il y a une loi très importante sur les relations commerciales qui est entrée en vigueur, Egalim 2. Est-ce que vous avez mené des contrôles spécifiques sur sa bonne mise en application? Et j'avais une question un peu plus précise par rapport à Egalim 2 aussi. Sur l'échelon entre les éleveurs et leurs premiers acheteurs, la contractualisation en viande bovine est obligatoire depuis 1 an. J'ai cru comprendre de la part des professionnels qu'il y avait des contrôles qui étaient en cours. Est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que vous pouvez donner des premiers éléments sur le nombre d'éleveurs qui seront contrôlés et sur le moment où sera publié les résultats de l'enquête? Je vous remercie. Alors, s'agissant de l'application des relations commerciales, nous avons effectivement effectué des contrôles effectivement sur ces sujets de contractualisation des filières. Des contrôles étant en cours, je ne peux pas vous en dire plus puisque les enquêtes ne sont pas terminées. Il faut savoir qu'effectivement, nous avons de façon générale, lorsqu'il s'agit de nouvelles dispositions, nous sommes bien conscients lorsque nous essayons de proportionner nos sanctions sur le fait qu'un nouveau dispositif nécessite de la pédagogie. Donc, voilà, pour vous donner un élément, une tonalité générale sur la façon dont nous approchons les contrôles de dispositifs nouveaux. Peut-être quelques questions en ligne déjà de la part de Thomas Blossville pour Green Universe sur la transition écologique et en particulier sur la rénovation énergétique. Il nous demande quelle tendance la DGCCRF observe-t-elle en 2023 sur les contrôles et fraudes à la rénovation énergétique. Et deuxième question, en 2023, la DGCCRF prévoit-elle une augmentation des contrôles ou bien de nouveaux types d'actions? Alors, il est difficile de parler des tendances des contrôles en cours parce que lorsqu'ils ne sont pas achevés, je n'ai pas les résultats. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance, comme je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, restait quand même préoccupant sur un certain nombre de pratiques. Donc c'est un secteur sur lequel nous continuerons d'être vigilants. Nous avions d'ailleurs intensifié nos contrôles, en tout cas en termes de points de contrôle et d'entreprises contrôlées. Donc nous resterons très vigilants parce que, notamment lorsque nous regardons notamment les signalements sur Signal Conso, nous voyons que cela reste une problématique importante. Maintenant, une question de Samuel Kahn de contexte sur la transformation numérique. Une première question sur Wish. Il nous demande quel bilan fait la DGCCRF du déréférencement de Wish. Alors le bilan qu'on peut tirer, c'est que l'outil du déréférencement a quand même été assez massif. Puisque voilà, c'était l'utilisation d'un nouveau pouvoir. Cela a permis en tout cas d'agir de façon rapide et d'engager des discussions pour la remise en conformité de cette plateforme. Donc à ce titre, je pense réellement que cet outil de déréférencement, en tout cas de l'injonction numérique, est très puissant. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons utilisé de façon importante cette année avec près de 90 réquisitions numériques. La plupart du temps, cet outil en fait fait face au fait que nous ne parvenons pas à identifier la personne derrière la plateforme. Donc là aussi, c'est un outil puissant lorsque nous avons des difficultés d'identification. Et une autre question, où en est l'enquête sur Chine demandée par Bruno Le Maire? Elle est en cours. Elle est en cours. Une question sur la task force, donc la brigade de l'influence que la DGCCRF va mettre en place. Est-elle déjà constituée en termes de moyens? Est-ce qu'il s'agit de création de postes ou bien de transfert depuis d'autres services de la DGCCRF?
Alors, la brigade relative à l'influence numérique, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, eu un renfort avec 15 créations de postes, donc les recrutements sont en cours. Et par ailleurs, il est important de signaler que nous nous appuierons sur un réseau d'enquêteurs qui vient d'être constitué, qui s'est réuni pas plus tard que la semaine dernière. À avoir en tête également en termes de contexte que nous avons eu énormément de signalements sur Signal Conso relativement aux pratiques d'influence commerciale et que cela nous donne donc beaucoup de matériaux à exploiter sur le sujet. Et est-ce que vous pourriez peut-être détailler les premières actions de cette brigade ? Cette brigade, en fait, des premières actions de contrôle ont déjà été menées. Vous avez d'ailleurs vu, nous avons largement publié ce qui avait été fait en matière de contrôle de l'influence numérique. Donc cette brigade va continuer et surtout amplifier ses actions de contrôle, puisque comme je vous le disais, la volumétrie des signalements ces dernières semaines s'est élevée. Merci. Il y a d'autres questions en salle peut-être ? Oui, encore moi. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur les 86 pouvoirs d'injonction numérique prononcés en 2022 ? Quel type de plateformes ont été concernées et quels sont les motifs de ces injonctions numériques éventuellement, en majorité ? Oui, là, je vais donner la parole à ceux qui ont suivi tous les dossiers l'an dernier. Il s'agit essentiellement de sites pour lesquels on n'arrivait pas à identifier le propriétaire ou la personne derrière le site, ce qui nous autorise à utiliser ce pouvoir. Les typologies de sites concernés, c'était d'abord des sites, on va dire, liés aux problématiques saisonnières, par exemple des sites qui vendaient du bois de chauffage pendant les moments où le prix de l'énergie était élevé. Et puis, on a aussi des sites plus, on va dire, permanents de la vente de trottinettes électroniques, par exemple, qui sont des produits avec un fort attrait pour les consommateurs. Et derrière, il n'y avait pas de livraison, pas de choses comme ça. Donc, ça nous incitait à nous saisir de ces sujets. D'autres questions ? Très bien, mais je vous remercie beaucoup.